Imaginez un genre littéraire où l'éloquence, c'est une arme de survie, et où l'arnaque est élevée au rang d'art de vivre. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un trésor un peu méconnu du monde médiéval, la Macama. Alors, première question pour se mettre en jambe, quel est le lien entre un filou du Moyen-Âge, les tout premiers romans picaresques en Europe et même, tenez-vous bien, le théâtre d'ombre? La réponse, c'est un mot, un concept, tout un univers. Et la voici, cette fameuse réponse, la Macama. Pour faire simple, imaginez des histoires courtes, vraiment pleines d'esprit, écrites dans une prose rimée très très spéciale. Et elles racontent les aventures d'un arnaqueur de génie, complètement fauché mais avec une éloquence à couper le souffle. On entre dans notre première partie, le grand récit d'un escroc. On va décortiquer ensemble ce classique un peu oublié et voir comment ce personnage si fascinant a pu donner naissance à un genre littéraire qui a eu une influence bien plus grande qu'on ne le pense. Mais avant ça, pour vraiment comprendre d'où vient la Macama, il faut faire un petit voyage dans le temps. Alors, direction les rues bouillonnantes et les palais fastueux qui ont vu naître ce genre absolument unique. On se retrouve au Xe siècle, en plein califat abbasside. C'est une époque de contraste assez dingue. D'un côté, un véritable âge d'or culturel, un sommet intellectuel. Et de l'autre, une société en plein déclin, en pleine crise socio-économique. Un peu le meilleur et le pire des mondes, si l'on veut. Et c'est justement là, dans ce contraste, qu'on touche au cœur de la Macama. Ce genre, il fait se rencontrer deux mondes que tout oppose. La haute culture des palais, des cercles savants, de la tradition écrite, et l'inspiration la plus brute, celle des mendiants, des orateurs de rue, bref, de la tradition orale. Cette citation, elle résume notre héros à la perfection. La mise en scène dramatique et picaresque de soi par un artiste du verbe sans le sou. C'est ça, c'est un performeur, un véritable acteur de sa propre vie. Allez, on passe maintenant à l'aspect le plus révolutionnaire de la Macama, l'art du mensonge. C'est là qu'on va découvrir comment le langage cesse d'être un simple outil pour devenir le spectacle lui-même. Écoutez un peu la voix de notre héros escroc. Le destin est un fantôme menteur, tourne et virevolte comme il tourne et virevolte. On sent tout de suite le personnage, plein d'esprit, un peu philosophe à sa manière, et surtout d'une résilience incroyable. Pour lui, la vie, c'est un jeu, une sorte de danse avec le destin. Et l'arme secrète de cet escroc, c'est le sadj. Alors attention, ce n'est pas juste faire des rimes, non. C'est une technique littéraire extrêmement complexe, une sorte d'acrobatie avec les mots qui était vue comme le summum de l'art de la rhétorique. Mais alors, où est le coup de génie? D'abord, il faut savoir que ce style, le sadj, était normalement réservé aux textes les plus sacrés, comme les premières révélations du Coran. Il était synonyme de vérité divine. Mais la Macama, elle fait tout le contraire. Elle prend ce style sacré et l'utilise pour raconter des mentions et des arnaques. Le résultat est juste brillant. La forme devient plus importante que le fond. Le langage devient un pur divertissement. Bon, mais qui se cache derrière ce genre? En fait, l'histoire de la Macama est dominée par deux figures monumentales. On pourrait presque voir leur relation comme celle entre un inventeur de génie et le maître qui, derrière, atteint la perfection absolue. Leurs différences sont assez frappantes. D'un côté, on a Al-Hamadani, le pionnier, celui qui a tout inventé à la fin du Xe siècle. Son style est brillant, mais ses récits sont un peu irréguliers. Et puis, un siècle plus tard, arrive Al-Hariri. Lui, son but n'est pas d'inventer, mais de perfectionner. Son style atteint un niveau de virtuosité technique éblouissant. Ses histoires sont structurées de manière hyper rigoureuse et il intègre de la poésie dans chacune d'entre elles. Donc, le poids crucial à retenir, c'est celui-là. Al-Hamadani, c'est l'innovateur, celui qui a eu la vision, et Al-Hariri, c'est le maître, celui qui a pris cette vision et l'a portée à un niveau de perfection jamais vu, la transformant en un classique incontournable. Et c'est justement cette perfection qui a permis aux gens de voyager bien au-delà de ses origines. On va voir maintenant comment la Macama a entamé un périple mondial franchement surprenant. Son influence est tentaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. La Macama a servi de modèle au roman picaresque en Espagne, qui est lui-même à l'origine du roman moderne en Europe. Elle a été adaptée en hébreu, elle a inspiré le théâtre d'ombre, elle a joué un rôle dans la naissance du roman arabe moderne, et pour finir, elle a été redécouverte par les Européens au XIXe siècle. C'est fou. Ce long voyage s'étend sur presque 1000 ans. Elle est née en Perse au Xe siècle, elle a été perfectionnée en Irak au XIIe, pour ensuite s'étendre à l'Espagne au monde hébraïque au XIIIe, avant d'être redécouverte et célébrée en Allemagne au XIXe. Un véritable phénomène mondial, bien avant l'heure. Alors pourquoi est-ce que tout ça nous intéresse encore aujourd'hui? Eh bien parce que la Macama est un cas d'école.
Elle a créé un pont unique entre l'oral et l'écrit, elle a mélangé la haute et la basse culture comme personne, elle a utilisé l'humour pour faire de la critique sociale, et surtout elle a prouvé que la manière de raconter une histoire peut être aussi importante, si ce n'est plus, que l'histoire elle-même. Et ça nous laisse avec une dernière question. La Makama nous a présenté cet archétype, celui de l'escroc magnifique, de l'arnaqueur éloquent. Alors quels sont les filous modernes, les héritiers de ce personnage, qui se cachent dans les films, les séries, les livres que l'on adore aujourd'hui? La question reste ouverte,